Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Adèle Van Rett, Inconsolable. Un livre qui évoque avec sensibilité, tout en réfléchissant, la mort d'un père. La mort d'un père, du père de l'autrice. Un père mort d'une tumeur au cerveau. Ce livre-là, je le lis une année après la mort de mon propre père, d'une tumeur au cerveau également. Et donc, évidemment, c'est un livre qui entre en écho avec mon expérience personnelle, dont il ne sera pas directement question ici, mais aussi avec un vécu comparable et différent d'une femme qui perd son père. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'un homme qui perd son père. Et puis chaque individu est différent, chacun se débrouille comme il peut avec ce drame absolu qu'est la mort des gens qu'on aime. Alors comment Adèle Van Rett évoque-t-elle ce père qui disparaît et sa propre réaction à la mort de son père? Le livre est découpé en saisons. Il est dédié à mes frères et il commence en hiver et il finit également en hiver. Encore. Au début du livre, le père est encore vivant, à la fin, il ne l'est plus. Et on suit les réflexions intimes de l'autrice autour de la mort de ce père. Et on suit aussi des réflexions plus générales qui peut-être justement, quand on est confronté à des situations analogues, nous parlent, sinon plus, du moins différemment. Adèle Van Rett est, je crois, philosophe, mais ce n'est pas seulement en philosophe qu'elle écrit sur la mort. Il y a des références philosophiques assez peu nombreuses, assez discrètes. Il y a surtout du concret. Voilà le début du chapitre 9. J'ai tenu ta main, mais c'était celle qui n'avait plus de sensibilité. Là tout de suite, il y a un écho chez moi. La main qui a perdu la sensibilité. Mon père a vécu la même chose. J'ai mis un moment à m'en apercevoir. Je trouvais que tu ne réagissais pas beaucoup. Et j'ai fini par comprendre que tu ne sentais rien. J'ai saisi l'autre main. Et tes doigts ont serré les miens. Pas trop fort, mais suffisamment pour que je le prenne comme une preuve de vie. Tu étais très fatigué. Tu bâillais sans cesse au milieu d'un mot qui ne voulait pas sortir et qui n'était jamais le bon. Pas celui auquel tu pensais, ni celui qui désignait l'objet que tu voulais nommer. Alors tu soupirais et tu te rendormais, les lèvres qui s'entrouvent et la tête qui penche sur le côté. Quelques minutes, je ne dis rien, je suis assise silencieuse à tes côtés. Avec ma main droite, je te tiens le bras à l'épaule, pas fort du tout, à peine une petite pression. J'ai juste besoin d'un contact avec toi. Je te parle très doucement. Tu réponds un peu. Ce rapport qu'on a avec les gens qui perdent petit à petit leurs facultés, qui se rapprochent de la mort, voilà. Quelque chose qui est dit de manière simple et concrète et qui est très tendre, mais qui évidemment un jour s'arrête avec l'absence véritable. Alors bien sûr, il s'agit de la mort d'un père, du père de quelqu'un qui pour moi est une inconnue.
Elle-même le dit, on n'écoute jamais vraiment le récit de la mort du père des autres. J'avais dû en entendre des dizaines, des personnes m'informant que leur père était à l'hôpital, et combien c'était difficile, et qu'à la fin elle s'était sentie soulagée, parce que quand même, c'est très épuisant. Soulagée, mais quelle tristesse. J'avais entendu ça, c'est sûr, mais je ne m'en souviens pas. Ce qui montre que je n'avais rien compris. Je n'avais pas vraiment compris ce qu'elles étaient en train de vivre. Je ne savais pas ce que signifiait perdre son père. Ça n'était pas pour moi. Je ne me sentais pas du tout concerné. Mon père est en pleine santé, merci beaucoup. Dans notre famille, on vit très vieux. Peut-être que ma joie de vivre vient de là. Et puis j'ai encore mes 4 grands-parents. Et quand je suis né, mes 4 arrière-grand-mères étaient encore en vie, imaginez-vous. Et en une seconde, j'ai basculé de l'autre côté. Je suis devenue celle dont le père est à l'hôpital et qui arrive le lundi matin au bureau les yeux gonflés parce qu'elle a traversé la France en un week-end pour aller passer quelques heures auprès de lui, dans la crainte qu'il ne passe pas la semaine suivante. Ces moments-là de fin de vie, où soudain on se rend compte de la mort, que la mort existe, que nous sommes mortels, même si le nous ici, c'est l'autre, c'est le père, et on ne pense pas vraiment à sa propre mort à ce moment-là. On vit pour la personne qui s'apprête à passer une épreuve terrible et qui déjà passe une épreuve terrible. Le père va mourir. On lit ce livre en craignant, même si on sait que c'est inéluctable, comme on sait que c'est inéluctable dans la réalité. Chapitre 17. J'ai vu mon papa sur son lit dans sa nouvelle et ultime chambre d'hôpital, aux murs roses. Il bougeait encore moins et parlait encore moins. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler, les mots ne viennent pas. Alors il soupire et s'arrête. Ce n'est pas grave si tu te trompes de mots. Tu peux y aller. Alors il réessaye et n'y arrive toujours pas. Soupire encore et murmure. Voilà. J'étais avec mon frère et au moment de partir, je lui ai dit que je voulais rester seul une minute avec lui. Mon frère a répondu bien sûr et il est sorti. Je me suis approché de papa et je lui ai dit « J'ai quelque chose à te dire ». Son regard s'est figé, il a eu peur, je crois. Peur de quelque chose de solennel, d'une demande à laquelle il ne pourrait pas répondre. Peur de l'extorsion, d'un aveu en loose dé. Je lui ai pris la main, celle qu'il sent encore. J'ai approché mon visage du sien et j'ai murmuré « J'attends un bébé ». Et son visage s'est illuminé en une seconde. C'était mon papa d'avant, en bonne santé et heureux. Il a souri et soupiré de joie cette fois. Le soupir énergique de celui qui n'en revient pas. Pfiou. Ah, dis donc, je ne l'avais pas vu sourire comme ça depuis qu'il est sur son lit d'hôpital. C'est un secret, je lui ai dit. Je compte sur toi. Là encore, les échos apparaissent, puisque, non pas moi, mais ma sœur a fait la même annonce à mon père. La réaction a sans doute été proche de celle dite ici. Le secret n'a pas duré longtemps d'ailleurs, et je crois que là non plus. Mais la vie nouvelle qui vient se confronte brutalement à la vie qui s'en va, et le père meurt. Mon papa est mort à la fin du mois de février. C'était un dimanche. Mon père est mort aussi un dimanche, au mois d'avril.
c'était fini. La fin tant redoutée et tant attendue. La libération du calvaire et la tristesse pour l'éternité. Mon père n'était plus. Il s'était arrêté de respirer. D'un coup. 2 ans et demi et puis stop. Pour le mien, ça a été encore plus rapide. 2 infirmières étaient là. Il n'est pas mort seul. Qu'elles soient bénies entre toutes, ces 2 femmes qui étaient aux côtés de mon père lorsqu'il s'est arrêté de respirer. Il s'est senti autorisé à le faire. Il a arrêté, il s'est arrêté, il s'est tu. Il est mort. Que dire de plus ? Ce qui vient après, c'est l'inconsolable. L'inconsolable est malgré tout la vie qui continue, mais l'on reste inconsolable. L'inconsolable, écrit Adèle Van Rett, est notre condition d'être mortel. L'inconsolable ne nomme pas une perte passée, mais un manque structurel, celui de l'éternité. Il désigne le fait que rien ne dure, et que si de l'éphémère nous pouvons nous accommoder, de la fin définitive, jamais. Que tout change, que l'eau dans laquelle je me baigne maintenant ne soit pas la même que celle dans laquelle je me suis baigné il y a 5 minutes, pourtant à l'exact même endroit, c'est un fait que je peux accepter, et dont je peux même me réjouir, puisque cette absence d'immobilisme est vecteur de transformation. Si c'était rien ne dure, parce que tout se transforme, je dirais « merveille ». C'est ainsi que je veux vivre, aujourd'hui pas comme hier et demain encore différemment. Mais c'est plutôt « rien ne dure » parce qu'un jour tout s'arrête. Il y a une fin, une borne ultime à l'existence, non pas du point de vue de la biologie pour laquelle la mort n'est qu'une transformation du corps, mais du point de vue du cœur humain. La mort n'est pas une transformation, c'est la fin de tout. C'est la fin des transformations, c'est le silence éternel. Et qu'une telle fin soit inéluctable est ce qui nous fait venir au monde avec un goût d'inachevé transmis de génération en génération. L'inconsolable pointe la fin, il serre la main de l'inéluctable et murmure « Un jour ce sera fini, et pourtant tu n'auras pas fini. Un jour ça s'arrêtera, et tu ne voudras pas, et pourtant tu vivras, et tu en redemanderas. Et parce que tu sais nommer l'inconsolable, tu connaîtras l'appétit, le sommeil et l'humour. » Là, évidemment, on sent la philosophe, mais en même temps, que dire de plus ? Il y a aussi, dans l'attitude d'Adèle Van Rett après la mort de son père, un refus des consolations. L'inconsolable, c'est ne pas chercher des subterfuges, chercher des moyens de faire comme si le père n'était pas mort. Et puis, ça réveille l'enfance, mais la mort de mon père continue à faire de moi la petite fille que j'étais. Je vois le monde d'en bas, je sens l'odeur du soleil sur la moquette et je vois les milliers de petites poussières qui tourbillonnent au-dessus de moi. Je retrouve la sensation du pantalon que je porte, de la barrette bleue au-dessus de mon oreille, de mes mains qui tournent les pages du magazine et de mon nez qui plonge entre elles, comme chaque fois que je tiens un livre pour faire connaissance avec son odeur. J'entends la voix de ma mère qui nous appelle pour passer à table, la réponse de mes frères qui eux aussi râlent d'être interrompus dans leur activité, mais que l'odeur de la tarte à la moutarde dans le four fera bondir de joie une seconde plus tard. Sur la table, une toile cirée qu'il faudra nettoyer après le repas, sans laisser la moindre miette, sous peine de représailles. Et mon père, qui rentre du travail, grand et fier, en sifflotant, le bruit des clés dans ses mains. On habite sur son lieu de travail, donc tous les midis il nous rejoint pour déjeuner. C'est pratique, et ça nous permet d'assister au récit de ses matinées, ses réunions, ses discussions avec ses collègues, et de lui poser
les mêmes questions depuis que nous sommes en âge de parler. À quoi ça sert des archives ? Le père était archiviste. Et l'archive ici, c'est le souvenir qui renaît grâce à la mort du père, ce retour en enfance. Et puis l'été arrive, un été difficile, d'autant plus que Adèle van Dret est enceinte à ce moment-là. Viennent d'autres douleurs. Je ne verrai plus mon père vieillir, écrit-elle. Son visage aura à jamais le même âge, l'âge de ses 65 ans. Mon père n'a pas vécu beaucoup plus longtemps. Et puis la vie reprend ses droits. La mort s'est éloignée, mais je sais qu'elle rôde. Je la tiens à distance et je me demande comment font les gens pour vivre sans y penser. Comment fait-on pour oublier un peu ? J'ai parfois encore le fantasme enfantin de pouvoir échapper à ma propre mort. Comme si la balle en plein cœur, la lame de la guillotine ou la tumeur qui prolifère n'allait pas me tuer. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Il y a quelque chose d'invraisemblable dans le fait que la vie puisse s'arrêter d'un seul coup. La mort, c'est pour les autres. Je ne pense pas être invincible, mais la mort, comme fin définitive de toute chose, pour moi, m'est absolument inconcevable. Et je crois qu'elle est inconcevable, pas seulement pour Adèle van Dret, mais pour tous. Et c'est ce qui nous rend inconsolables. Elle raconte aussi dans ce livre-là les cendres du père qu'on va placer près d'une chapelle. Et puis, ces éléments qui viennent perturber ce moment difficile. Le petit chat qu'on lui offre, mais qu'elle ne veut pas. Et puis les enfants, l'enfant qui naît, qui ne connaîtra jamais son grand-père. Ce livre-là, évidemment, ne peut que me parler. Inconsolable, on l'est toujours, mais on vit. On vit avec une image lumineuse. Et c'est parce qu'on est inconsolable qu'on peut continuer à vivre. Adèle van Dret, inconsolable.